Bonjour, nous arrivons maintenant au mouvement, le classicisme, ce mouvement qui a été répandu au XVIIe siècle, de 1660 à 1715. Cette date, bien sûr, qui marque la fin du règne de Louis XIV, ou la mort de Louis XIV. Donc, le classicisme est un mouvement culturel, esthétique et artistique qui se développe en France et plus largement en Europe, à la frontière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Comme nous avons déjà dit, de 1660 à 1715. Et 1715, comme nous avons déjà dit, c'est la date qui marque la fin de la monarchie de Louis XIV, la mort de Louis XIV. Après lui commence l'autre époque avec la Régence et après Louis XV, etc. Donc nous pouvons dire que le mouvement du classicisme est bien lié au pouvoir de Louis XIV. Il se définit par un ensemble de valeurs et de critères qui dessinent un idéal s'incarnant dans l'honnête homme et qui développe une esthétique fondée sur une recherche de la perfection. Son maître mot est la raison. Donc, encore une fois, nous avons des thèmes très importants, comme dans les autres mouvements ici avec le classicisme, nous avons l'honnête homme, nous avons la perfection et nous avons la raison. Ces trois thèmes marquent le fondement du mouvement classiciste, du mouvement du classicisme. Bien sûr, nous avons un siècle, un tome, une époque très riche, parce que le classicisme a marqué la gloire du théâtre français. Et ce théâtre qui a été fondé sur la poésie, le théâtre français, le théâtre classique. Nous parlons de Racine, Molière, Corneille et les autres. Et ces auteurs, ces dramaturges qui ont écrit leurs pièces en poésie. Et ce siècle était également riche dans les autres domaines, la philosophie avec Descartes, Pascal et les autres, et comme nous avons déjà dit avec le théâtre, et bien sûr c'est le siècle de roi Soleil, Louis XIV, le siècle riche et le siècle de la perfection. Et nous pouvons dire également que la présence des personnes comme Madame de Maintenon, la favorite de Louis XIV, a mis ou a participé dans l'enrichissement de ce mouvement parce qu'elle était une bonne protectrice des gens de l'Est, surtout pour Racine, Corneille et Molière. Nous avons choisi un poème très important, c'est le poème de Boileau, Nicolas Boileau, art poétique. Ici, Boileau a mis des règles pour le classicisme. Nous avons choisi un extrait de son poème parce que c'est un poème très long. Nous avons choisi chant 1, vers 131 jusqu'à vers 162. Et contrairement à la majorité des mouvements littéraires, nous avons ici avec le classicisme, ce mouvement naît d'abord de façon théorique. Parce que comme nous voyons dans l'art poétique de Boileau, bien sûr, ce poème, il faut dire que ce poème était inspiré par la redécouverte des réflexions du philosophe grec Aristote. Donc, voilà, il s'était inspiré d'Aristote pour composer ce poème. Et ce long poème argumentatif, on est Alexandre. Elle était écrite en Alexandre. Ça veut dire chaque vers de 2 syllabes. Le poète donne dans ce poème des conseils de travail aux jeunes poètes du XVIIe siècle, comme le registre, comme vous remarquez ici, le registre le moyen utilisé par le poète pour faire arriver, parvenir ses idées aux autres poètes. Donc, nous lisons, nous commençons notre analyse en lisant cette strophe.
Un femme Malherbe vint le premier en France, fit sentir dans le verre une juste cadence, d'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir et réduisit la muse aux règles de devoir. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien du rude à l'oreille épurée. L'estance avec grâce apprirent à tomber, et le verre sur le verre n'osa plus enjamber. Donc déjà, le poète proclame dans le premier vers l'effet de Malherbe. Le Malherbe sur la poésie, sur la littérature française. Il y a, bien sûr, dans ce poème, il y a le ton impératif, parce que ce ton impératif qu'on va voir aussi dans les autres strophes, très clair dans les autres strophes, ce ton impératif exprime l'idée du poète ou la stratégie du poète pour représenter ses conseils, parce que normalement on présente des conseils avec l'impératif. Le point de vue ici qui se voit, c'est le point de vue de Boileau, qui a été très très admiratif de Malherbe pour faire de lui un idéal pour les autres poètes. Donc là, poète, on peut considérer ce poème comme un poème didactique, classique. Ce poème, la composition de ce poème, c'était en 1674, pardon, et il traite des règles fondamentales de l'écriture en vers classique et de la manière de s'approcher au plus près de la perfection et des règles classiques. Donc, nous continuons avec tout reconnaît ses lois, ce guide fidèle. Le guide fidèle, bien sûr, c'est Malherbe. Il sert comme un exemple parfait de ce que Boileau dit, parce que puisqu'il le représente, ou il le présente comme un guide fidèle. Aux auteurs de ce tome sert encore de modèle. Donc c'est déjà, il sert toujours. C'est pas un poète, c'est pas un écrivain démodé, mais c'est un écrivain qui sert à tous les temps. Donc marcher, l'impératif, marcher donc sur ses pas et aime sa pureté, et de son tour imiter la clarté. Si le son de vos vers tarde à se faire entendre, mon esprit aussitôt commence à se détendre, et de vos vains discours reprend à se détacher. Ne suis point un auteur qu'il faut toujours chercher. Donc, comme vous voyez ici, il présente avec le ton impératif ses conseils pour les autres poètes. Il faut marcher sur les pas du Malherbe, il faut imiter la clarté, il faut garder presque la même forme qu'il a présentée. Mon esprit pour lui, c'est un exemple bien sûr quand il dit mon esprit aussitôt commence à se détendre, de vos vains discours prend à se détacher. Ici, il voudrait présenter vraiment des reproches pour le baroque, pour les précieux. Il reproche l'irrégularité, le désordre, le manque de simplicité, la recherche d'expressions trop savantes et obscures. Donc ici, il faut suivre la langue soutenue, la langue éloignée du barbarisme. Le respect de la langue doit être sacré pour les poètes. Il ne faut pas présenter n'importe quelle langue dans l'œuvre littéraire. Nous continuons avec cette strophe. Surtout, il est certain esprits ici, dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé, le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Ici l'impératif revient. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser selon que notre idée plus ou moins obscure, l'expression la suit, au moins nette ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, toujours la même idée, le poète ici exprime, il faut toujours respecter la langue, il faut s'éloigner de la grossièreté ou chercher l'expression trop savante comme chez les baroques ou les poètes précieux.
Il faut donc suivre vraiment les pas de Malherbe. Il faut suivre les pas de Malherbe, tout simplement. Et dernière strophe, nous avons ici, surtout quand vous écrivez la langue reverrez, donc il faut respecter la langue. Dans vos plus grands excès, vous soyez toujours sacré. En vain, vous me frappez dans son mélodie si le terme est impropre ou le tour vicieux. Donc, c'est en vain de présenter des mélodies si le terme que vous utilisez, c'est un terme impropre, un terme qui n'est pas valable pour le respect de la langue, le respect comment dire, de l'époque, le respect du goût. Du goût, c'est un terme très important, un élément très important pour Boileau. Donc, mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme. Donc, l'esprit de Boileau, l'esprit de, comment dire, l'esprit cultivé n'admet pas, n'accepte pas le barbarisme, la grossièreté. Ici, bien sûr, il veut vraiment comment dire, attaquer le baroque. Boileau attaque ici avec le barbarisme parce que le baroque, il était reproché de barbarisme. Ni d'envers un poulet, l'orgueilleux soleil. Donc, les fautes ne sont pas admises. Les fautes, il faut bien faire attention à la langue. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Donc, sans la langue, l'auteur ne peut rien faire. Tout simplement. C'est le résumé de l'idée de Boileau. Il faut avoir la langue comme moyen efficace parce que si il n'y a pas la langue, si l'écrivain ne possède pas ces moyens, il ne peut rien faire. Ici, comme nous avons déjà dit, vraiment, Boileau présente Malherbe comme un modèle à imiter. Il faut imiter Malherbe, parce que pour Boileau, c'est un guide fidèle. Aux auteurs de ce tome, il sert comme modèle. L'arrivée de Malherbe est présentée comme une sorte de délivrance pour poète, parce qu'enfin Malherbe vint, enfin, c'est-à-dire après l'attente, on a bien attendu l'arrivée de Malherbe. C'est ce que veut dire bien sûr le premier vers de ce chant. Et tous les poètes qui ont précédé Malherbe sont balayés en un amistiche, le premier en France. Quand il dit que c'est le premier en France, ça veut dire que tous les autres poètes étaient balayés. Donc c'est le premier en France qui fit sentir dans le vers une juste cadence. Cette supériorité fait de Malherbe une sorte de prophète. Ici, l'image de Malherbe est présentée comme une image de prophète pour Boileau. Et cette image de prophète, bien sûr, on va la voir se répéter dans la poésie du 19e siècle avec Victor Hugo, avec les autres poètes qui ont donné aux poètes une image presque sacrée, comme un voyant, comme un prophète qu'on doit poursuivre. Mais ici, Boileau, il donne vraiment une considération très élevée, une valeur très élevée à Malherbe, il confirme que le caractère sacré de ce sage écrivain, c'est un sage écrivain, Malherbe. Bon, merci.